Bien, bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale pour un temps d'échange une délégation de l'ICAN, prix Nobel de la paix 2017 pour son travail en faveur de l'adoption du traité d'interdiction sur les armes nucléaires, en présence notamment de Madame Béatrice Finn, qui est directrice de l'ICAN Monde, Madame Setsuko Thurlow, qui est une des dernières survivantes d'Hiroshima, et Monsieur Jean-Marie Collin, qui est porte-parole de ICAN France. Donc cette audition prend place dans un moment particulier au niveau mondial sur la question de l'armement nucléaire et de la place des armes nucléaires dans notre monde. 75 ans après les bombardements de Hiroshima et de Nagasaki, 50 ans après l'adoption du traité de non-prolifération nucléaire et l'année potentielle de l'entrée en vigueur du TIAN, du traité d'interdiction des armes nucléaires, qui a été aujourd'hui signé par 80 pays et ratifié par 35 autres. En cette année, on constate une augmentation de la course aux armements, des traités de réduction des armements qui sont dénoncés, comme le traité sur les armes, les missiles de portée intermédiaire que les Américains ont dénoncé. La volonté de nombreux pays de moderniser leurs armements, ce qui nous laisse penser qu'une course aux armements qualitative est lancée. C'est le cas de la France qui a voté il y a 2 ans un budget de 37 milliards d'euros sur 10 ans pour moderniser et renouveler ces 2 composantes nucléaires, aériennes et sous-marines. C'est également le cas de pays donc, comme la France, hein, qui renient leurs engagements au sein du TNP, donc par cette modernisation de sa composante, mais également par le fait que, et c'est le président Macron qui l'a annoncé vendredi lors de son discours quinquennal sur la dissuasion nucléaire française, par le fait d'envisager de partager cette dissuasion avec d'autres pays européens, ce qui contribuerait au développement du nucléaire dans d'autres pays qui aujourd'hui n'en sont pas dotés. Donc c'est dans ce moment particulier de bascule entre des pays qui continuent leur course aux armements nucléaires et d'autres pays qui, dans le cadre de l'ONU, s'inscrivent dans le processus du TIAN. Et donc c'est à ce moment de bascule que nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir au sein de l'Assemblée nationale, d'accueillir l'ICAN en tant que tel, d'accueillir une survivante d'Hiroshima. C'est, je le crois, la première fois qu'une survivante d'Hiroshima est auditionnée au sein de l'Assemblée nationale en France. Et donc un moment très très important pour nous. Et je pense que voilà, nous sommes très heureux de vous accueillir. Donc je vous cède la parole pour que vous puissiez vous exprimer, nous donner des éléments sur l'action d'ICAN, sur le TIAN, et voir ce que nous pouvons faire tous ensemble pour aboutir à ce qui est, je le crois, notre objectif commun, un monde dénucléarisé, un monde libre de toute menace nucléaire. Je vous remercie. I am delighted to be here this morning and to meet with you, the people who have grave responsibility to make decisions on behalf of your people, of your government. You are making the time to hear
one survivor story. I'll give you my direct report. I experienced it, and I have some thoughts and feelings, but I don't think I have time to discuss all that. But I'll just tell you what I experienced, what I saw, and few thoughts. I'll try to speak as briefly, just giving you some several points. I was 13 years old. I have to translate into French for the other people. I have to translate into French. No, it's okay. It's quite okay. You just keep your mic up. Okay, this one. Okay. Je suis absolument ravie de vous rencontrer aujourd'hui. Vous rencontrez, vous qui avez une grande responsabilité vis-à-vis du peuple, de votre gouvernement. Merci de prendre le temps d'écouter l'histoire d'une survivante d'Hiroshima. Je ne vous parlerai pas de toutes mes émotions, de tous mes sentiments, nous n'en aurons pas le temps. Je voudrais simplement partager avec vous mon expérience et puis quelques réflexions aussi. I was a grade 8 student in junior high school. I was 13. And in those days, we hardly had a classroom instruction at school because Japan was losing in the war. We were mobilized to do the work for the army. I was taken to the military headquarters, and on that very day, August 6, 1945, being Monday, that was my first day to work at the army. So I was with the group of about 30 girls from my school, the girls' school. And at 8 o'clock, we started the morning assembly, and the major was giving a talk. The girls, you're well trained for this job. You do the best for the emperor's sake. We said, yes, sir. And at that moment, I saw the bluish-white flash in the window, and I had a sensation of being blown up into the air, and I was floating up in the air. I still have that sensation. Then, when I regained the consciousness, I found myself in a total darkness and silence. I tried to move my body, I couldn't. So I knew I was facing death. I knew what was happening. Finally, Americans are hitting Hiroshima. Then I started hearing faint voices of the girls. Mother, help me. God, help me. I'm here. That was Miss Ando's voice near that. Then suddenly, somebody started shaking me from the back and say, well, don't give up. I'm trying to free you. This was a male voice. Keep moving, keep pushing, keep kicking. You see the sunray coming through that opening, and move toward that, like crawl as quickly as possible. And that's what I did. By the time I came out, the building, the rubbles were on fire. Mon expérience, j'avais 13 ans, j'étais une collégienne. J'avais pas classe ce jour-là, nous avions été mobilisés pour travailler, pour faire notre effort, notre contribution à la guerre. C'était le 6 août 1945, un lundi. C'était le premier jour où je devais aller travailler. Et j'étais là avec 30 autres jeunes filles de mon école. Il était 8 heures le matin, la réunion d'information a commencé. Le major nous a exhortés à faire notre travail pour servir l'empereur. Nous avons répondu que nous étions prêtes. Et puis, par la fenêtre, j'ai vu une lumière bleuâtre, blanche, et j'étais projetée dans les airs. Je me suis mise à flotter. J'étais en suspension. Cette sensation, je l'ai encore présente en moi aujourd'hui. Et puis, quand j'ai repris conscience, j'étais dans le noir, tout était silencieux.
Je savais que j'étais face à la mort, je savais que les Américains avaient frappé Hiroshima, j'avais compris. Et puis dans ce silence, des voix faibles se sont élevées. J'ai entendu « Maman, aide-moi »,« Dieu, aide-moi ». Et puis quelqu'un m'a secoué. Une voix d'homme m'a dit n'abandonne pas, rampe, pousse, continue, tu vois la petite lumière, il faut ramper, il faut sortir. Et quand je suis sortie, c'était un champ de ruines et tout était en feu. Although it happened at 8:15 a.m. on a very bright, warm day, by the time I came out of the rubble, it was dark, like twilight, because of all the soot and the particles and smoke rising up in the air. Then, in the darkness, I began to see some moving object coming close to me. I couldn't recognize at first that was a procession of human beings. It was a ghostly procession. The people who were injured in the center part of the city was coming close to us. And the hair was rising toward the sky. The skin and the flesh were hanging from their hands. Parts of the bodies were missing. They were bleeding, blackened, and burned, and swollen. And eyeballs were popping out, carrying in their hands. As they collapsed onto the ground, their stomach burst open, intestines stretching out. It was horrible sight. The soldiers said that you girls joined that procession and escaped to the nearby hill. And that's what we did. On the way, we saw countless dead bodies and dying people on the ground. We have to step over them. And the rest of the day, we tried to help them. Everyone's begging in a faint voice for water, water. Nobody was screaming or shouting or running. Nobody had that kind of physical strength, no psychological strength, just whispering for water. But we had no containers to carry water. So we took off our clothes, soaked it in the cold water, and took it to the dying people. They just sucked in the moisture. That was the only so-called rescue operation we were engaged in. I quickly looked around the huge grounds, and it was about a combination of 2 football fields. This was the training ground, military training ground at the foot of the hill we escaped to. Thousands of thousands were just groaning, mourning, and just dying without a drop of water, no medication, no healthcare professional. I quickly looked around and see if there were any doctors or nurses. Nobody. I didn't see a single, because they themselves were killed, they murdered. And about 80% of all the healthcare professionals. Anyway, the remaining able-bodied professionals were working at some other place, not where I was. So, and that night, some fortunate girls who escaped, sat on the hilltop together with thousands of people who escaped to the hill. And all night, we watched the entire city burn, feeling numbed from the massive scale of horror and the suffering we had witnessed. We were not being able to emotionally express ourselves. We were numbed. Anyway, it's
Il était 8h15 ce matin-là, et c'était une belle journée, une journée ensoleillée, mais quand j'ai réussi à gagner l'extérieur, à sortir des ruines, c'était l'obscurité, c'était un jour crépusculaire. Il y avait toutes ces particules en suspension dans l'air, et dans cette obscurité, j'ai vu avancer des ombres, une procession fantomatique de blessés, des gens qui arrivaient du centre-ville, leurs cheveux complètement en l'air, leur chair en lambeaux, pendante, brûlée, certains avec leur globe oculaire dans les mains, les intestins ouverts. C'était une vision terrible. Et un soldat nous a dit « Allez, il faut rejoindre cette procession ». On a enjambé des centaines de corps, de morts, et les gens appelaient à l'aide, ils voulaient de l'eau, mais c'était des cris tellement faibles, la faiblesse était extrême, tout le monde était complètement exténué, et nous n'avions pas de récipient pour leur donner à boire à tous ces gens qui réclamaient de l'eau. Nous avons humecté nos vêtements et nous leur avons donné à boire comme cela. Il n'y avait pas de secours, il y avait rien. Il y avait l'équivalent de 2 terrains de football qui étaient le centre d'entraînement militaire où des milliers de personnes mouraient en gémissant, pas de médecins, car eux aussi avaient été assassinés. Quasiment toute la communauté médicale. Il y avait quelques médecins qui aidaient ailleurs, mais pas là où je me trouvais. Et la nuit, nous nous sommes regroupés sur la colline avec tous les autres, et nous avons toute la nuit assisté à ce spectacle de la ville qui brûlait. C'était une vision d'horreur. So there were about 30 girls who were with me. We were pinned under the collapsed building. I was one of the few who was able to get out of that rubble, but most of them were there crushed. They were still alive, but by the time I came out, the building was on fire. That meant most of those girls were burned to death alive. But it was only a group of 30 girls, but the majority of my schoolmates, 351 from my own school, were somewhere else. That somewhere else is the center part of the city, and there, about 7,000 grade 7 and grade 8 students from all the high schools of the city were gathered together. They had some manual labor to do for the army. So hot summer morning, the boys took off the top, bare skin, then just above them, 600 meters above them, the bomb detonated. And those 7,000 didn't have a chance. They were vaporized, incinerated, carbonized. And my own sister-in-law as a teacher was there, my cousin was there, 351 schoolmates were there. That's what happened. They simply melted with the temperature of 4,000 degrees Celsius. Imagine, I am melt at temperature of several hundred degrees. This was 3,000 to 4,000 degree heat. That melted human being. Les 30 amis, les 30 camarades avec qui j'avais été coincée sous le bâtiment en ruine, bien peu d'entre elles en sont sorties vivantes. Moi, j'ai réussi à sortir, mais elles ont été enterrées vivantes. Et puis, j'ai vu le bâtiment prendre feu et elles ont brûlé vives. 351 camarades qui étaient avec moi au collège étaient ce jour-là dans le centre-ville. Là, on avait regroupé à peu près 7000 collégiens pour les réquisitionner pour des travaux pour l'armée. Et quand la bombe a éclaté, elle a éclaté au-dessus d'eux.
Ils ont été vaporisés, carbonisés, incinérés. Ma cousine, ma belle-sœur, tous ces gens qui étaient dans le centre-ville, sous la bombe, ont fondu. 4000 degrés centigrades, la chair humaine fond. Let me add about my nephew. My sister and her 4-year-old son were walking over the bridge to go to the clinic at that time. And once again, they were close to the center part of the city. They had no chance. They had a direct hit. By the time I saw them again the next day, this little boy, 4-year-old child, was totally unrecognizable. No face, just chunk of melted flesh. That's what I saw. But his voice, faint voice, was still saying, "Give me water, give me water." That's how this 4-year-old child died. And to me, this image is the most powerful image for me when I remember Hiroshima. Innocent little boy who have become to represent all the innocent children of the world was transformed into nothing but a chunk of flesh. And this image keeps compelling me and driving me to keep working for the purpose of the elimination of this most inhumane weapon. He drives me. Je voulais aussi évoquer mon neveu, ma sœur et son fils qui étaient en train de traverser un pont, qui se rendaient à une clinique, et c'était proche du centre aussi. Ils n'avaient aucune chance. Ils ont été frappés par la bombe eux aussi. Et quand je les ai revus le lendemain, ce petit garçon de 4 ans, il n'avait plus de visage, il n'était plus qu'un amas de chair complètement tuméfié, martyrisé, qui d'une petite voix demandait de l'eau. Et c'est cette image que je garde, cette image d'un petit garçon de 4 ans qui meurt en demandant de l'eau. C'est celle qui est la plus vivace dans mon esprit, celle qui représente Hiroshima. Ce petit garçon, pour moi, il symbolise tous les petits-enfants dans le monde entier. Et c'est cette image qui me poursuit. Et c'est elle qui m'impose de continuer à me battre pour en finir avec ces armes. So on that day, and the following 5 months or so, by the end of 1945, in Hiroshima City alone, 140,000 citizens perished in such a way. But since then, people kept dying. Even today, they're dying. And at least 250,000 of people have died. The tragedy didn't end there. It continued on for 75 years till today. It was really total and instantaneous destruction of the city, and indiscriminate, massive massacre of non-combatant civilians, children, women, elderly, because 80% of the people in the city were those people. Indiscriminate massacre of them. That's what Hiroshima experience was all about. Ce jour-là et dans les 5 mois qui ont suivi, en 1945, 140 000 citoyens sont morts. Ils sont morts comme ça. Et aujourd'hui encore, des gens continuent de mourir. Cette tragédie, elle a fait 250 000 de morts. C'est une tragédie qui est là, toujours là. 75 ans après, elle est toujours là. Ça a été une destruction instantanée, un massacre
généralisée, sans distinction, de tous les civils, les enfants, les femmes, les personnes âgées, qui composaient 80% de la population de la ville. Et c'est ça qui s'est passé à Hiroshima. C'est cette tragédie-là qui a eu lieu. To me, it was the end of the world. I thought it was a hell on earth. It was an unprecedented catastrophe. But that happened, that was caused by only one bomb, by a baby bomb, very crude nuclear weapon, according to today's standard. And today we have about 14,000 nuclear weapons. Each one of them is 1,000 times more, because we are not talking about atomic bomb. Most of the nuclear weapon we're talking about, the hydrogen bomb, which are 1,000 times more destructive. So we're talking about a different scale of horror. Okay. Sorry. Ce jour-là, j'ai vu la fin du monde, j'ai vu l'enfer sur Terre, une catastrophe sans précédent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette bombe, à l'époque, par rapport à celle qui nous menace aujourd'hui, elle était assez rudimentaire. Il y a 14 000 armes nucléaires dans le monde, elles sont 1000 fois plus puissantes que celle qui a éclaté à Hiroshima. Donc c'est encore pire ce qui nous menace. Destruction and death and injuries were caused by blast, heat, and radiation. Characteristic of nuclear weapon is the effect of radioactive poisoning. And that effect is still being felt today. Atomic bomb hospitals in Hiroshima and Nagasaki are packed. They are dying, and mostly from variety of cancer. And at that time, women who were pregnant, birthed still baby, with the birth defect, something like hydrocephalus with a small head, accompanied with mental retardation, disability. Well, I can't begin to tell you about this kind of medical thing right now. But the fact is that death is continuing 75 years later. Donc cette destruction, ces morts, ces blessures, c'est le résultat du souffle de la bombe, de la chaleur qu'elle dégage, des radiations. C'est ça ce que ça fait les armes nucléaires. Ça produit tous ces effets, et ça produit des effets à long terme avec les radiations qui continuent aujourd'hui à provoquer la mort de personnes. Les gens qui ont été à Hiroshima et Nagasaki sont morts de différentes formes de cancer. Les femmes qui étaient enceintes à l'époque, elles ont donné naissance à des enfants morts-nés, à des enfants avec des malformations, avec de l'hydrocéphalie, avec des retards mentaux, avec des handicaps. Mais je ne veux pas commencer à vous parler de toutes ces choses médicales. Ce qu'il faut voir, c'est que la mort, elle est toujours présente aujourd'hui. Les gens meurent, continuent à mourir aujourd'hui, 75 ans après. I and other survivors are most grateful. We are fortunate enough to live. And more than anything else, it's the life. To be alive, the most precious gift we received. And we vow to those fallen classmates, schoolmates, that their death will not be in vain. We'll do the best we can to spread this story,
because at that time, focus was on Hiroshima, but gradually we began to see, no, this affects the entire humanity. We have the moral responsibility to share my experience with the rest of the world so that we'll be smart enough not to have the repeat. We don't want any other human being to go through what we went through. That's our prayer, that's our aspiration. So, ever since several decades, we have been speaking out around the world for the total elimination of that evil weapon. Avec d'autres, j'ai eu la chance de survivre. J'ai eu la chance de continuer à recevoir ce bien le plus précieux qu'est la vie. Et pour nos camarades, pour tous ceux qui sont morts, nous avons le devoir de raconter leur histoire. Parce qu'on peut penser que tout ça, ça ne s'est passé qu'à Hiroshima, mais ce n'est pas vrai. Ça atteint tout le monde, ça atteint toute l'humanité. Et il est de notre responsabilité morale de raconter, de dire, de prendre la parole pour que personne n'ait jamais à vivre ce que nous avons vécu. C'est là notre prière, c'est ce à quoi nous aspirons, et c'est pour cela que depuis, nous avons continué à prendre la parole, à nous exprimer pour arriver à obtenir la suppression de ces armes terribles. So when the world started talking about the value of deterrence by having those wicked, horrible, destructive tool of massacre to protect us. By having more of them, we can be secure. We can keep the bad guys, enemies, away from us by building up our own deterrence. To us who have seen with our own eyes what happened with that tiny baby nuclear weapon, to me, it is illusion and delusion. You know, politicians talk about winnability in nuclear war, survivability in nuclear war. To me, those are nonsense. We're talking about thousands of times more wicked things, and 14,000 of them possessed by 9 nuclear-armed nations. Situation is not the same. I just wish people would start thinking of more of the well-being, security, safety of human beings, rather than just protecting ourselves by having those good, useful bombs. Useful? It's nothing but threatening the enemies with the tool of massacre, genocide. How? Even to see thousands of dead bodies from war. We're talking about potential of killing hundreds of thousands, millions of humanity, and possibly starting the end of annihilation of the planet, the end of humanity. That's insanity to me. I hope you understand. I wish politicians would understand that. Alors quand on a commencé, nous, les survivants, à entendre parler de dissuasion nucléaire, de ces armes de massacre qu'on dit dissuasives pour se protéger contre les méchants, pour nous qui avons vu de nos yeux ce que peut faire la bombe qui a été lâchée sur Hiroshima et Nagasaki, c'est vraiment, cela tient de l'illusion ou pire du délire. Les hommes politiques
parle de possibilité de survie à une guerre nucléaire, mais c'est complètement insensé. Ces 14 000 armes nucléaires qui sont possédées par les pays, elles ne protègent personne. On devrait plutôt s'intéresser à la sécurité des hommes, au lieu de se protéger avec ces bombes que l'on dit utiles. Utiles pourquoi? Pour menacer les autres de la perspective d'un génocide, d'un massacre total, de centaines de milliers de morts, de millions de morts, d'anéantissement de la planète. Non. Où est la raison? C'est une pure folie. A year ago, no, this past March, I was fortunate enough to meet the Pope personally at Vatican. And last November, he visited my hometown of Hiroshima. I happened to be there. Each time, he empowers me with his words. He courageously state not just use of the nuclear weapon, just to possess nuclear weapon is immoral, unethical. Those words, he has been empowering us to continue our work, because I say amen to such words of wise person. En mars dernier, j'ai eu la chance de rencontrer le pape au Vatican et il s'est rendu lui-même à Hiroshima en novembre dernier et j'étais là. Et à chaque fois que j'ai échangé avec lui, à chacun de nos échanges, il nous donne du courage. Il nous donne du courage en affirmant que posséder de telles armes, c'est immoral, c'est contraire à l'éthique. Et ça nous aide vraiment beaucoup, ça nous donne le courage de continuer, d'entendre ces paroles qui ne peuvent que appeler vraiment à dire Amen, Amen aux paroles de cet homme qui est plein de sagesse. Past several decades, I have been sharing the story of my own survival, my determination, and my message to the world. The best thing happened in 2017, when United Nations adopted the new treaty to prohibit the nuclear weapon. I can't tell you how delighted I was. Finally, world came to see the truth in life. And I'm sure about this treaty, Beatrice will be talking more in detail. But after so many years of a struggle, finally people came to senses that if we have problem, we sit and negotiate for solution, not by threat and not with the violence. And I hope your dear country, my friends of France, I urge you to think again and let's stop threatening other human beings and insist our will and treat them as a hostage of powerful nation loaded with nuclear arms. We have had enough. It's time we should be listened to. That's what democracy is. The majority of the world's people are saying, we want to live in peace with freedom in democracy. Please listen and respond to the voice of ordinary people. It's human life, not deterrence, abstract, conceptual debate of who has more sophisticated one. The more we have, we can be safe. Safe? Well, I'm sorry. I don't have the prepared speech, but I just wanted to share with you how I feel in my heart. Please, you have vote, you have power, you can move your government.
And your government is the only nuclear-armed government in EU, is that right? I think your president made a speech. I got the Japanese newspaper clipping talking about his speech. People in Japan were not happy with his speech. I wasn't either. Maybe he wants to provide leadership in the EU because you are the only one. But that's a wrong kind of leadership. Be on the right side of history. I beg you. Thank you. Pendant des décennies, je me suis exprimée pour combattre les armes nucléaires, pour donner ce message au monde, pour parler contre la dissuasion nucléaire. Et enfin, en 2017, un moment très heureux est arrivé quand l'ONU a lancé ce nouveau traité d'interdiction des armes nucléaires. Et enfin, j'ai eu l'impression que le monde avait vu la vérité, avait compris quelque chose, et Béatrice parlera de ce traité plus en détail. Mais après tellement d'années de combat, on a pu se dire que les gens avaient enfin vu la raison et avaient compris que quand on n'était pas d'accord, on pouvait se mettre autour d'une table et discuter. Alors, je vous dis aujourd'hui, chers pays, chers amis français, j'espère, je vous supplie, arrêtez de menacer les autres, de les traiter en otages, de vous comporter en voisins puissants. Ça suffit, c'est assez. Il faut nous écouter, il faut écouter les peuples. C'est ça la démocratie. Et les peuples, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vivre en paix, ils veulent vivre de façon démocratique. Ils n'ont rien à faire de cette dissuasion qui est un débat abstrait dont on nous dit qu'elle garantit notre sécurité, mais quelle sécurité? Alors je suis désolée, je n'ai pas de discours tout prêt, tout préparé, je vous parle avec mon cœur et je vous invite, je vous supplie, vous qui avez la capacité de faire bouger les choses, eh bien exercez des pressions sur votre gouvernement qui est la seule puissance, la France est la seule puissance nucléaire maintenant en Europe et j'ai vu le discours de votre président, les journaux japonais s'en sont fait l'écho et je dois dire que l'écho n'était pas favorable et d'ailleurs moi non plus je n'étais pas contente de voir ce que le président Macron avait annoncé. Il a peut-être des envies de leadership, mais c'est pas ça le leadership, ce n'est pas d'être du mauvais côté de l'histoire. Alors s'il vous plaît, soyez du bon côté de l'histoire et mettez un terme à tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage qui a permis de mettre des mots sur l'innommable et sur l'indescriptible. Peut-être que Madame Finn, vous voulez revenir plus en détail sur le Tian et sur les actions de l'ICANN. Merci beaucoup pour l'invitation. I will speak English again because you don't want to suffer through a whole speech in French by me. I think Setsuko's testimony really highlights what's at stake here and shows the realities of nuclear weapons. Most people call us naive and say that they are the realists. But actually, Setsuko is one of the few people who really know what nuclear weapons do to people in reality, in the real world, not in a hypothetical theory. And what she tells us are that these weapons are inhumane, indiscriminate, and unacceptable. And that the human suffering that these weapons cause must be illegal. Because these weapons are not meant for precision guidance, kind of military operations. These weapons are meant to wipe out entire cities. And they are aiming constantly at cities. And they are being exercised with, ready to unleash catastrophic humanitarian suffering within a couple of minutes. And we know that if we keep these weapons forever,
it will eventually happen again. Je crois que le témoignage de Setsuko dévoile la véritable nature de ces armes nucléaires. Alors on nous traite de naïfs et on nous dit nous sommes réalistes, mais non. Setsuko nous montre ce que ces armes font dans la vraie vie, car elle le sait. Elle le sait et elle nous dit que c'est inhumain, que ces armes sont inacceptables tout ce qu'on peut souhaiter, c'est de les rendre illégales, car ce ne sont pas des armes qui permettent des opérations ciblées, non, ce sont des armes qui sont conçues pour anéantir des villes entières et pour déclencher des catastrophes absolument épouvantables. Et on sait bien que si on les conserve, ces armes, un jour ou l'autre, on s'en servira à nouveau. And it's very hard to listen to Setsuko and hear her testimony and still argue that nuclear weapons are great. It's so hard that that's the reason why President Macron did not want to meet with her here in Paris and listen to this. We know that it's very hard for leaders to hear that and continue with their policies. But it's also incredibly encouraging that over 120 governments did listen to Setsuko and to other survivors, and also survivors from nuclear test sites. And that's why they negotiated a treaty to prohibit these weapons. Weapons that have inhumane, indiscriminate impact on civilians must be banned, like we banned biological weapons, chemical weapons, landmines, and cluster munitions. And in 2017, we achieved that landmark treaty at the United Nations in New York. Alors c'est très difficile et on comprend mal comment on peut écouter le témoignage de Setsuko et continuer à prétendre que les armes nucléaires ne posent pas de problème. C'est sans doute pour cela que le président de la République française, Emmanuel Macron, n'a pas voulu la rencontrer. Il aurait été difficile ensuite de continuer à prétendre qu'elle ne pose pas de problème. Mais heureusement, 120 pays ont écouté Setsuko et d'autres survivants et se sont engagés dans le traité d'interdiction des armes nucléaires qui va permettre de travailler à leur élimination, tout comme on a interdit les armes chimiques, biologiques, les bombes à sous-munitions. Donc 2017, ça a été vraiment un partage des eaux en la matière avec l'arrivée de ce traité. And the treaty prohibits the use, development, and possession of nuclear weapons. It also prohibits stationing of nuclear weapons. It prohibits threatening to use of nuclear weapons. And it provides obligations to assist and remediate the environment and survivors and victims of nuclear detonations. It's a comprehensive treaty that is modeled after the bans on other indiscriminate, inhumane weapons. And it's already showing significant impact. First, the more every country that joins this treaty will chip away at the legitimacy of nuclear weapons and will increase the pressure on the nuclear armed states. It rallies civil society, it rallies politicians and supporters of nuclear disarmament under one joint push. It also has a lot of potential to stop investments and financing of nuclear weapons. We have already seen two of the biggest, world's five biggest pension funds divest from nuclear weapons, citing this treaty, even if their governments didn't join it. It was the Norwegian State Pension Fund and the biggest Dutch public pension fund. We're seeing banks discuss this more and more. We're seeing pressure from consumers and citizens that they don't want their money to go to weapons that could literally end the entire world. So we're seeing a lot of different ways that this treaty will have an impact. Right now, the treaty has 81 signatures and 35 ratifications.
Ce traité, il interdit l'utilisation, le développement, la possession, le fait de stationner ou de menacer d'utiliser des armes nucléaires. Il impose aussi de venir en aide pour remédier aux effets des essais nucléaires, pour venir en aide aux survivants victimes de l'utilisation de ces armes. C'est un traité qui a été conçu à l'image de tous les traités qui ont interdit les armes inhumaines. Et de plus en plus de pays le rejoignent. Il y a de plus en plus de pression qui s'installe. Et c'est un traité qui a aussi le soutien de la société civile, de certaines parties de la communauté politique. C'est un traité qui a beaucoup de potentiel aussi pour nous aider à stopper l'investissement dans le développement des armes nucléaires. Par exemple, 2 des 5 plus grands fonds de pension au monde ont décidé de ne plus avoir aucun investissement dans ce domaine-là. Le fonds de pension norvégien, puis un des plus grands fonds de pension néerlandais. Les banques aussi rejoignent ce mouvement parce qu'il y a aussi une pression des citoyens, des consommateurs qui ne veulent pas que leur argent aille financer ce genre d'armement. Donc c'est un traité qui prend de l'ampleur. Il y a 81 pays qui en sont signataires à ce jour et 35 qui l'ont ratifié. And when 15 more governments have ratified, nuclear weapons will be banned under international law. And this will be a historic moment, one of those things that will be marked in history books, the year that we banned nuclear weapons. And that will have an impact on France. Not only through the advocacy from, for example, cities like Paris declaring that they support the treaty and want the French government to join it, or through parliamentarians that are raising this issue, starting questioning budget spending. Are we going to spend 37 billion euros on a weapon that the rest of the world has banned? But it's also going to remove the status and the prestige of these weapons. This is not a weapon that you're proud of. It's a weapon just like chemical and biological weapon you should be ashamed of. It's something that is shameful. So this is really going to be an important moment in international law. And we can also see how that will impact other multilateral processes, such as the Nuclear Non-Proliferation Treaty, where demands on nuclear disarmament are going to increase. Perhaps at the International Criminal Court, increased demands to now include nuclear weapons as a war crime as a result of this treaty. If it's banned for governments, it surely has to be prohibited by individual military personnel to launch these weapons. So the situation will really change also for France, and France has to adjust to this. France is a leader on humanitarian law, on human rights, on protection of civilians. It has a reputation of cherishing democracy. It has banned biological weapons, chemical weapons, landmines, and cluster munitions. And right now we also see a very drastic change in security situation. The security threats of today and tomorrow, climate change, terrorism, rising inequalities, manipulation of the public, manipulation of data, of elections. Nuclear weapons will not protect the French people against these threats. And threatening to use nuclear weapons as a means of building security is not just unacceptable, but it will also be illegal soon. Alors, 35 pays ont déjà ratifié le traité, et puis il en manque 15, en fait. Il manque 15 ratifications pour que ce traité entre en vigueur, et à ce moment-là, il rendra illégal aux yeux du droit international ces armes nucléaires. Ce sera un jalon vraiment capital et quelque chose qui rentrera dans l'histoire. Et tout cela, évidemment, aura un impact sur la France. Pas seulement parce que des villes, par exemple, comme Paris, se déclarent favorables au traité, ou parce que des parlementaires commencent à poser des questions sur le financement
de la dissuasion nucléaire française avec ses 37 milliards d'euros investis. Non, ce sera aussi une histoire de perte de statut, de perte de prestige, parce que la possession de ces armes nucléaires, ça deviendra aussi honteux que les armes chimiques. Donc c'est vraiment un moment tout à fait crucial, ce sera un moment tout à fait crucial dans l'histoire du droit international. Et ça aussi, ça aura des répercussions sur les autres traités, comme le traité de non-prolifération, aussi sur des instances comme la Cour pénale internationale, parce qu'on pourra aussi envisager que les armes nucléaires, elles soient incluses dans la jurisprudence de la Cour pénale internationale. Et évidemment, si ça devient illégal pour les gouvernements de les utiliser, il en sera d'autant plus le cas pour les personnels militaires. Donc la France va se retrouver dans une situation où elle n'aura plus du tout le même statut. Et la France, qui a quand même cette réputation de défenseur des droits de l'homme, de protecteur des populations civiles, et qui a banni l'utilisation des armes biologiques, chimiques, des mines, des bombes à sous-munitions, elle se retrouvera dans une position quand même très inconfortable. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a beaucoup de menaces sur la sécurité, qui ne peuvent pas être combattues par les armes nucléaires, le dérèglement climatique, le terrorisme, la manipulation des informations, le trucage des élections, tout ça, on ne peut pas en protéger le public, les populations, en se servant de l'arsenal nucléaire, qui bientôt, de toute façon, deviendra illégal. And well over 60% of the French people want France to join this treaty. And it's time for politicians to listen and to raise this issue and start debating it in public, in the media, in the parliament. We need to get the French banks to divest from nuclear weapons and put pressure on the government from many different directions. Because the future is either a choice between accepting the eventual use of nuclear weapons again or eliminating these weapons. And we really we waited too long and risked too much, and it's time to move on supporting the treaty and eliminating nuclear weapons. Thank you. Qui plus est, 60% de la population française est en faveur d'une approbation de ce traité. Donc il est maintenant grand temps que les hommes politiques écoutent, qu'ils acceptent de débattre de ces questions en public, dans les médias, au Parlement, qu'on fasse pression aussi sur les banques pour qu'elles arrêtent d'investir dans ce secteur. Parce qu'il faut être clair, on n'a que trop attendu. L'avenir, c'est le choix entre accepter qu'un jour ces armes soient utilisées ou bien les éliminer aujourd'hui. Il faut donc soutenir le traité. Merci. Je veux vraiment vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter le témoignage de Tsetsuko Torlo, ce témoin d'histoire, d'avoir pris le temps d'écouter aussi les paroles de Béatrice, parce que c'est extrêmement rare en France. Et autant Tsetsuko que Béatrice ont bien mentionné que nous étions les réalistes. Et si l'on compare le discours du président Macron de la semaine dernière, où on parlait de beauté de la bombe, de prestige, de glorifier ces différentes actions, on s'aperçoit effectivement que cette personne ne connaît pas la réalité de l'arme nucléaire, une réalité qu'a donc connue Madame Tsetsuko. Je veux juste simplement revenir sur quelques minutes sur certains points qui ont été mis en valeur. La question de la transparence et du débat au sein de l'Assemblée nationale est certainement pour nous, ICAN France et ICAN International, un des points les plus importants. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons que trop peu l'occasion de pouvoir exprimer une réflexion internationale, une opinion largement française. Une fois encore, Béatrice l'a souligné, 67% des Français estiment qu'ils sont en faveur du traité d'interdiction des armes nucléaires. Le CICR a fait un récent sondage qui montre en début d'année, qui s'appelle la génération Y et la guerre. 81% des jeunes Français sont contre l'arme nucléaire.
Et il est temps en fait d'entendre que non, ce n'est pas l'ensemble de la France ou de la population française qui soutiennent la politique de dissuasion, mais qu'il y a des vraies interrogations. Et derrière ces vraies interrogations, nous avons évidemment la question du budget. 37 milliards d'euros, un budget qui est loin d'être transparent, des informations chiffrées qui sont souvent extrêmement compliquées à obtenir, je crois autant pour les parlementaires que pour le simple citoyen, ou en tout cas extrêmement compliquées à être lisibles. Et alors même que c'est qu'une politique publique à la base, et que normalement, toute politique publique, on doit pouvoir comprendre l'accès, le fonctionnement, et après débattre si nous sommes en faveur ou non, mais comprendre l'utilisation de l'argent public des Français. On discute énormément sur d'autres problématiques de financement, d'autres projets, mais cette centralité-là, cette question-là est toujours écartée. Et là aussi, je remarque que la semaine dernière, le président de la République a bien et intentionnellement marqué dans son discours la volonté que le budget de la dissuasion nucléaire ne soit absolument pas retravaillé par les parlementaires. Ce qui pose à nouveau la question de la démocratie et de la séparation des pouvoirs entre les institutions et sur ce sujet. Et ce qui montre bien, et c'est aussi la raison pour laquelle le président Macron n'a pas voulu recevoir Mme Tsetsouko-Torlo, c'est la difficulté pour eux de dire comme quoi ils sont en faveur d'une arme de destruction massive. C'est la difficulté de regarder la réalité en face des destructions et non plus de se cacher derrière des simples mots qui sont dissuasion, non-emploi. Et ça a été toute la force d'ICANN jusqu'à présent et des États qui l'accompagnent. C'est d'avoir travaillé non pas sur la dissuasion, mais bien d'avoir travaillé sur les questions des conséquences humanitaires, sur la réalité des armes nucléaires, sur les dégâts que ça continue de réaliser sur des générations après 1945, sur l'environnement bien évidemment, et de comprendre en fait qu'en cas aujourd'hui de détonation d'armes nucléaires, volontaire, involontaire ou par accident, nous n'avons aucun moyen à travers la planète, nul État, nulle organisation internationale ne peut aller intervenir quelque part pour aller aider éventuellement ces populations. Mais surtout, et c'est là aussi où il y a eu un changement de compréhension à travers le monde, c'est que si cette détonation a lieu entre l'Inde et le Pakistan ou au cœur de l'Europe, c'est l'ensemble de la planète qui en sera affecté. Et c'est sans doute une des raisons qui fait que 122 États ont véritablement décidé de travailler et d'aller à ces négociations et d'obtenir ce traité d'interdiction des armes nucléaires, puisque les conséquences seraient mondiales. Et ça aussi, c'est une problématique, une réflexion qui est absente en France, puisqu'on est dans l'idée que ces armes ne seront jamais employées, alors même que, par essence, on ne peut pas affirmer quelque chose comme ceci. On ne peut pas avoir cette certitude, on ne peut pas se reposer simplement sur un slogan de non-emploi. Nous ne connaissons pas l'avenir, des tas d'événements imprévus se sont réalisés par le passé. Donc ça aussi, c'est un second élément, entre les éléments budgétaires, la question de la transparence et de la démocratie, mais la question du risque et comment on devra réaliser ou travailler avec ce risque qui devrait être mis en place aujourd'hui. Pas seulement à travers la commission de la défense, mais à travers un ensemble de commissions. La défense, on parle de la dissuasion. Les affaires étrangères, parce qu'on parle des traités internationaux. La commission du développement durable, parce que ça a un lien direct avec la taxe sur l'environnement, la protection de l'environnement. La commission des lois, pour savoir si les lois de vote de la loi de programmation militaire, qui inclut un renouvellement des arsenaux nucléaires, sont cohérents et légaux par rapport aux engagements du traité de non-prolifération déjà réalisé. C'est un vrai problème juridique et je pense qu'il y a une vraie faille à ce niveau-là, par exemple. On a un ensemble de commissions qui devraient, la commission de la culture, par exemple, s'intéresser aussi à ce sujet du désarmement. Typiquement, en France, on parle de dissuasion et non pas de désarmement, ce qui biaise la problématique. Et on a besoin de parler aujourd'hui de désarmement pour faire avancer
cette réflexion à travers différents niveaux, que ce soit d'éducation et des différents niveaux d'électorat. Donc c'est ces différents points qui sont aujourd'hui extrêmement importants et dont on a besoin et dont il est vrai on attend plus de travail, plus de coopération, plus d'échanges avec les parlementaires, puisque comme il a été souligné, le traité va rentrer en vigueur. C'est la réalité. Et d'ailleurs, le gouvernement français en est conscient. Et c'est pour ça qu'il le critique vivement. Et donc c'est pour ça qu'il est bon, qu'il a été bien écrit, qu'il a été bien pensé. Et parce qu'il y aura bien une pression juridique, morale, éthique, financière. Et c'est à travers ces différents points en fait que ce traité est aujourd'hui à la fois attaqué ou repoussé. Donc c'est bien à travers ces différentes actions que l'on doit pouvoir faire émerger une nouvelle conscience, une nouvelle réflexion pour engager un nouveau cheminement. Parce que là aussi, si on essaie de réfléchir un peu plus dans un pays qui se dit membre du Conseil de sécurité concerné par la sécurité internationale, c'est aussi pour quel est le meilleur moyen de protéger sa population ou d'autres populations. Est-ce que c'est ce système d'armes ou est-ce que ce ne serait pas un autre système d'armes et qui donc inclut de réfléchir aussi à d'autres méthodes de réflexion et de politique. Donc aujourd'hui, en tant qu'acteur français, c'est véritablement sur ces points que l'on souhaite et qu'on tente de travailler, d'échanger et que l'on s'appuie pour faire avancer cette problématique internationale. Voilà, je vais m'arrêter là et répondrai avec plaisir à vos questions et notamment si vous avez des questions à Mme Torlot, je pense qu'elle sera ravie d'y répondre à vous de Béatrice. Merci à vous pour ces éléments sur le TIAN, et donc les problématiques spécifiquement françaises sur les questions de dissuasion et d'armement nucléaire. Je ne peux que confirmer ce que vous avez dit sur le fait que il n'y a pas de débat démocratique aujourd'hui en France sur les questions d'armement nucléaire. Lorsque l'on a, au début du mandat de M. Macron, repensé la doctrine française, tout était ouvert, sauf la discussion sur les questions militaires, sur les questions nucléaires, qui relèvent uniquement du président de la République, en dehors de toute réalité constitutionnelle. Bien évidemment, nous n'avons aucune visibilité sur le budget, sur les dépenses afférentes à ces armements nucléaires. Tout cela est complètement aux mains de l'Élysée et sous le contrôle du président de la République. Donc à partir de ce moment-là, en effet, il est impératif qu'il y ait un mouvement global pour pouvoir créer et susciter le débat. Le simple fait que ICANN n'ait pas été auditionné à l'Assemblée nationale depuis 2014, malgré le prix Nobel de 2017, malgré l'élaboration du traité d'interdiction, est bien la démonstration qu'il y a une volonté de faire taire et d'empêcher ce débat. Et vous recevoir aujourd'hui, pour nous, est déjà un signe d'opposition très net aux politiques actuelles du président. Oui, désolée parce que là, comme il y a plusieurs personnes, je ne peux pas chuchoter pour tout le monde. No, thank you very much. And of course, as you probably understood, there's no democratic public debate in France on nuclear weapons. At the start of the Macron presidency, we were told very clearly that we could discuss everything bar the nuclear weapons, because this is considered to be the exclusive remit of the President of the French Republic, though nothing in the Constitution says so, but here you are. So it's in the hands of President Macron, and it's why it's so important to build up this global movement to promote the democratic debate.
And, well, bearing witness to what we need to do is the fact that ICANN has never been received and welcomed at the National Assembly since 2014, despite the TPNW and despite the fact that you received the Nobel Prize. So, us being present with you today is also the sign of our opposition to nuclear weapons and our support for the treaty. Alors déjà, moi je voulais dire à quel point c'est un honneur aussi de vous écouter, particulièrement vous, parce que c'est extrêmement émouvant et extrêmement important aussi d'entendre effectivement ce que c'est la réalité humaine de la bombe nucléaire. C'est pas théorique, comme vous l'avez dit, c'est une réalité humaine et je pense que effectivement, je regrette que d'autres parlementaires et encore moins le gouvernement Emmanuel Macron n'écoutent pas ce que vous avez à dire parce que voilà, je vous remercie vraiment parce que c'est à la fois très émouvant et très important. Et on disait que dans le Tian, donc il y avait l'aspect aussi des dégâts environnementaux. Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi qu'est-ce que ça veut dire avoir une bombe comme à Hiroshima? Qu'est-ce que ça veut dire aussi sur la suite, sur nos milieux de vie et sur les dégâts environnementaux que ça crée? No, thank you very much for being with us today. It's really a great honor, and I feel privileged to have been able to listen to you sharing with us what you saw, because this is no theory, this is what you experience, what you lived through. And I'm really sorry that other MPs and that our president is not here to listen to you. I want to come back to the TPNW, but also ask you about the environmental impact of the bomb in Hiroshima. What can you tell us about the consequences of the nuclear attack on Hiroshima? What is felt in the environment? What were what was the aftermath of the bomb in Hiroshima from the environmental point of view? A couple of weeks after the bombing, we had the historic typhoon, the flood, and so on. And the experts seem to use that as a reason for washing away some radioactive covered soil and water or something, because it was amazing. Some people said for 75 years, no plant, no flowers would grow in that soil. But that turned out to be untrue, because 12 months later, we saw flowers. And can you imagine the joy we felt when I saw the first flower blossoming? I don't know. I really don't know. I think environmentalists and those people they must have done the study. But people are living normally today. From the environmental point of view, I cannot respond. But I can tell a lot of story I heard about the effect of radioactive poisoning. People are dying today. Right now, well, a couple months ago, I was in Hiroshima, and Professor Kamata told me he is noticing these days that patients in the atomic bomb hospital seem to be having multiple cancers. What does that mean? The original cancer spreading out throughout the body? No, that's not yet. That's one original cancer that spread out.
That's not what he's talking about. Cancer of the lung, cancer of the stomach, cancer of this and that, several different types of cancer simultaneously occurring in human bodies. This is something he is paying special attention right now. So from time to time, this kind of development is taking place. For example, you know the story of Sadako, and this is the story of the baby girl, Sadako, who was 2 years old when she was exposed to the radiation. She was healthy and she loved athletic at school. I think she was age 12. Suddenly, she collapsed. She was running, she couldn't run, she collapsed. And that was the beginning of her leukemia. She was hospitalized. So you see, although she was exposed to it as a baby, but 12 years later, this took place. Anyway, all the children of elementary schools throughout Japan were shocked to hear this kind of story coming out of Hiroshima and Nagasaki. And they donated their pocket money. With that money, they built a statue for the memory of Sadako. So if you go to Hiroshima, you see this. And this is how they are keeping the memory of the suffering of the innocent children of that time. So that's just one example. The doctors are keeping eyes on, and they are doing the research. And there is the research center jointly sponsored by Japanese and the American government. They are studying the longevity of survivors. So you can get all the information from the, Environmentally, well, they seem to be living normally. I'm sorry, I don't have the facts to share. Yeah. I'm sorry. No, it's okay. Quite okay. Alors, il y a, en fait, quelques semaines après pour répondre à votre question sur l'environnement, quelques semaines après la bombe, il y a eu un typhon historique. On a dit que ça allait laver tout ce qui était radioactivité. On a dit aussi qu'il n'y aurait pas de fleurs qui pousseraient pendant des dizaines et des dizaines d'années après la bombe. Et en fait, c'est pas vrai. 12 mois après, des fleurs ont commencé à sortir. Et bon, vous imaginez la joie de voir ces fleurs. Mais bon, des études sur l'environnement, il y en a eu sans doute, mais moi, je ne peux pas vous en parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a quelques mois, j'étais à Hiroshima et j'ai rencontré le professeur Kamata qui s'occupe des personnes qui ont été exposées au moment d'Hiroshima. Et il m'expliquait qu'en fait, chez ces personnes, on voit des cancers multiples. Pas un cancer qui se développe et qui fait des métastases, mais plusieurs cancers qui démarrent tous en même temps, cancer des poumons, de l'estomac, et tout ça, ça arrive de manière simultanée. Donc on voit des choses comme ça. On voit, et vous avez peut-être entendu parler aussi de l'histoire de cette jeune fille, Sasako, qui avait 2 ans au moment de la bombe et qui a survécu, était une petite jeune fille pleine d'énergie, qui faisait de l'athlétisme. Et puis quand elle a eu 12 ans, un jour elle était en train de courir, elle s'est effondrée sur elle-même et elle avait une leucémie. Ça, c'est une histoire que tous les enfants au Japon connaissent et les enfants qui, au moment où on leur a raconté, certains enfants qui ont entendu cette histoire à Hiroshima, à Nagasaki, ont donné leur argent de poche pour qu'on érige une statue en l'honneur de cette jeune fille qui est un peu le symbole de toutes les souffrances vécues par les enfants et qui maintient le souvenir de ce qui s'est passé. Donc les médecins suivent ça. Il y a un centre en particulier qui est financé par le gouvernement japonais, par les Américains, qui étudie la longévité des survivants d'Hiroshima, de Nagasaki. Donc voilà, moi c'est tout ce que je peux vous dire. L'environnement, ça a l'air normal, mais il y a sans doute des études qui pourraient vous en dire plus. Let me add a few more words about the social environment. Because of the contamination by the radiation,
the people who were in the city at that time was, or they suffered from social discrimination. People didn't want them to come near you. They didn't want their children to be marrying those women who were there in the city, because some women birthed the babies with the defects and mental retardation and so forth and so forth. So there was definitely very strong social discrimination, which is not a very serious problem now, because against their fear, they were able to bring healthy, normal children. I, for example, when I learned that I was pregnant, immediately, will I be all right? I phoned the doctors in Hiroshima. Tell me, what's the latest data? What's going to happen? Well, this is a natural response of any woman, right? Well, fortunately, I have had a healthy 2 sons. But the grandchild had a serious brain tumor. She had to have operation. Once again, I phoned Hiroshima. This is happening. What kind of effect to the second generation? Well, at that point, and the doctor told me not to worry. So far, no reports have been mentioned about that kind of serious happening of the second, third generation. But I really feel strongly that on an international scale, once again, medical professionals or other environmental professionals, physicists and chemists and so forth, come together, compare notes, and do a little more in-depth research, so that not just to prepare for nuclear war, but at least that would help the existing, now living survivors, because many survivors are so worried still. My son's marriage broke down. My son never had a baby, and so on and so on. They never had a chance to deal with the anxiety and the fear they carried all their lives. Well, I think they deserve the straight answer. Anyway, once that kind of international conference was held, with the sponsorship of World Health Organization or something like that. But that was over 30 years ago. I think ongoing research should be made available to the public. Sorry. It's okay. It's okay, it's okay. Don't worry. Alors, je peux pas vous en dire davantage sur les répercussions sur l'environnement, mais en revanche, il y a eu des répercussions sociales dues à la contamination de ceux qui étaient présents au moment de la bombe dans les 2 villes. Des gens qui ont été ensuite, les survivants, ils ont été victimes de stigmatisation, d'ostracisme. On disait, bah non, on va pas... voilà, cette femme, elle a été présente, elle a été exposée. Il y avait eu des cas de femmes qui avaient eu des enfants mort-nés, des enfants avec des malformations. Donc, il y a eu quand même quelque chose d'assez prégnant sur le plan social. Et bon, on peut le comprendre. Moi-même, quand j'ai été enceinte, j'ai tout de suite appelé le centre spécialisé à Hiroshima pour savoir s'il y avait un risque. Bon, j'ai eu deux garçons. Et c'est vrai qu'on les gens s'interrogent, c'est quoi les effets sur la 2e génération? Moi, les médecins à Hiroshima m'ont dit qu'il n'y avait pas eu de cas pour l'instant signalés dans les 2e et 3e générations, mais c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi à l'échelle internationale, il n'y a pas plus de
mise en commun des travaux, des médecins, des gens qui sont spécialistes de l'environnement, des physiciens, etc., pour faire des recherches quand même un petit peu plus complètes, pour aider encore les survivants qui sont toujours dans l'inquiétude pour beaucoup et qui ont quand même qui ont le droit d'avoir des réponses à toutes ces questions. La dernière conférence vraiment sur le sujet, elle a été organisée par l'OMS il y a 30 ans de cela. Donc ce serait quand même bien qu'il y ait des recherches et puis qu'on partage les résultats de cette recherche avec le public. Juste quelques mots sur la question environnementale. Et c'est tout l'intérêt du Tian. Et là aussi, c'est du point de vue de la France, c'est aussi on regardait correctement son histoire. Demain, 13 février 2020, ça fera 60 ans que la France a réalisé son premier essai nucléaire au Sahara. Et depuis 60 ans, il y a des déchets nucléaires qui ont été laissés, abandonnés volontairement dans ces différentes zones, en sachant pertinemment que ça allait causer différentes problématiques environnementales et dont les autorités algériennes ne sont pas ou peu au courant. Et les populations locales, évidemment, absolument pas au courant. Et ça continue de poser un réel problème d'environnement et de santé, bien évidemment. Et dans le cadre du Tian, on a des obligations positives, justement, qui demandent aux États de prendre en compte ces questions-là, de demander de l'aide internationale en s'appuyant soit sur des États, soit sur des organisations internationales comme la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge. Et la France a une pleine responsabilité et devrait engager un processus de transfert d'informations, réellement d'envoi d'équipes pour aller voir où sont ces déchets, quelle est la quantité exacte encore qui existe, comment est-ce qu'on peut protéger les populations, comment est-ce qu'on peut nettoyer, même si le terme n'est pas bon évidemment, mais voilà, ça c'est la réalité de l'environnement après l'utilisation de 17 armes nucléaires qu'il y a eu au Sahara, et on a eu 193 essais nucléaires sur les atolls de Moruroa et Fangatofa, où là aussi on a des vrais problèmes dans les failles de l'atoll. C'est pour ça que je crois que le montant maintenant est aux alentours de 80 ou 90 millions d'euros qui ont été installés un système qui s'appelle Telsit pour surveiller l'atoll au cas où celui-ci commencerait à s'affaisser et pourrait provoquer un mini raz-de-marée sur des atolls qui sont à quelques petites centaines de kilomètres. Donc ça, c'est la réalité des armes nucléaires et c'est les conséquences directes d'une volonté d'avoir une arme de destruction massive. Merci beaucoup de ces précisions. Moi, j'aurais deux petites questions sur quels sont aujourd'hui les pays les plus impliqués dans la promotion du Tian. Quel rôle y joue le Japon, qui a été le seul pays frappé par deux explosions nucléaires? Première question. Et deuxième question, quelle pourrait être la place de la France dans un tel traité, un pays qui possède l'arme nucléaire, donc quel pourrait être son rôle dans une volonté de désarmement multilatéral, processus de désarmement qui est à l'arrêt depuis la fin de la guerre froide. La conférence du désarmement de l'ONU n'a aujourd'hui aucune discussion de désarmement en cours. Donc quel rôle la France, en devenant membre du Tian, pourrait-elle jouer sans pour autant s'engager sur un désarmement unilatéral, mais bien un désarmement multilatéral? So 2 questions. Firstly, which are the countries that are the most involved in supporting TPNW? What about Japan, that has been hit twice by the bomb? What is their position with regard to the treaty? And my second question to you is to know about the place of France, if it were to support the treaty and join the treaty.
to promote multilateral disarmament, what could be the place of France in the treaty? Because, of course, there would be a will to promote multilateral disarmament, but without implying that there would be for France a unilateral end of nuclear weapons. I can start, and then you can say a little bit about Japan, and maybe Jean-Louis wants to talk about France. There's been a group who's been leading the process of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, a group of states, including some EU members, such as Ireland and Austria, some African states like South Africa and Nigeria, South Africa being one of the only countries that have possessed nuclear weapons and given them up. Latin American countries like Brazil and Mexico, who has a very strong position against nuclear weapons, also as a result of the Cuban Missile Crisis and testing in the United States, it's close to them. And other countries in Asia, for example, Thailand, Philippines, a country like Kazakhstan, for example, where the Soviet Union tested their nuclear weapons and is suffering. The population in Semipalatinsk, this area where they tested nuclear weapons, is suffering immensely from the consequences. So there's been a really diverse group of countries, each of them being very committed to nuclear disarmament and seeing that as their security strategy. I think it's also very important to remember that just like climate change, what one country is doing on this issue affects everyone else. If there is nuclear war, there's no country that's safe from the impact. If there's, for example, a regional nuclear war between India and Pakistan, very far away from here, the soot from the smoke and the fires of those bombs would put a cloud in the atmosphere that would cool the climate with up to, I think, 6 degrees. That was the latest research. I mean, we're talking about the catastrophic impact of a 2-degree increase. Imagine a drastic drop of 4 or 5 degrees or 6 degrees immediately. It will decimate crops of corn, rice. It will impact African states, Latin American states, here in France, collapse our food security system. And we are dependent on the good luck and the rationality and hope for the best for 2 leaders in a country on the other side of the earth. So I think it's very important to see this as the rest of the world also has a responsibility to move on this. Just like with climate change, it's not just, you can't just say, oh, it's not my country. We all will suffer. So that's why these countries have been part of this process. They see banning and eliminating nuclear weapons as their way of protecting their people. So maybe you want to... Oh, yeah, no, sorry, you first. Il y a un groupe de pays très divers qui soutient le traité. En Europe, on peut citer l'Irlande, l'Autriche, mais il y a aussi des pays comme l'Afrique du Sud, qui était l'un des rares pays à avoir eu une capacité nucléaire et à y avoir renoncé, le Nigeria, le Mexique, le Brésil, qui à un moment étaient quand même très très en faveur de la dissuasion nucléaire, vu leur proximité avec les États-Unis et vu aussi la crise des missiles à Cuba. On peut citer aussi la Thaïlande, les Philippines, le Kazakhstan, qui a, lui, vécu de première main les conséquences des essais nucléaires sur son territoire organisé par l'Union soviétique en son temps. Donc voilà, un groupe de pays très divers, mais qui tous sont très engagés et qui considèrent que cet engagement, il relève de leur sécurité stratégique. Parce que finalement, les armes nucléaires, c'est un peu comme le changement climatique. Si jamais ça explose quelque part, tout le monde en ressortira les effets. Si l'Inde et le Pakistan se font la guerre, par ce biais-là, le nuage que cela dégagera, il sera perceptible sur la planète entière et cela pourrait provoquer une baisse instantanée de 6 degrés de la température de la Terre. Alors quand on parle des 2 degrés de réchauffement climatique, on imagine bien ce que ça pourrait faire, une chute brutale et instantanée de 6 degrés, détruisant toutes les récoltes, amenant à l'effondrement de la sécurité alimentaire des pays. Donc finalement, on est face à cela et tout ce qu'on peut
voilà, tout ce qu'on peut espérer si on ne fait rien pour que les pays renoncent à cet armement, c'est juste de croiser les doigts et que les gens qui sont à la tête de ces pays soient à peu près sains d'esprit. Donc finalement, tout le monde a une responsabilité parce que si ça dérape, tout le monde en payera le prix. I am glad you mentioned Japan. That's my favorite topic. And that allows me to express my outrage. As you said, that's the only country in war was attacked, not just once, but twice. The government proudly say, well, we have been providing the leadership at the international level as far as nuclear disarmament is concerned. After all, we are the only nation. That's a big lie because that's the way they want to pacify people in Japan. But when they come to the United Nations, attend the international conference, they are always hiding behind U.S. delegation, Mr. Trump. They are like that. They are in bed together. And people know that. And people working very hard all these years. You see, that conservative group is called the Liberal Democratic Party, which have enjoyed the power, political power in Japan most of the time since the end of the Second World War. The fresh party came into power, but then the big tsunami took place, and without earlier experience, they had a bit of trouble, and people quickly decided that well, they don't have enough experience to get us out of this mess caused by the tsunami. And my heart was broken. I had a hope for that party, but back to Conservative Party. And the leader of that group is not interested in listening to us. Well, for example, after we got some public recognition, the ICANN got the public recognition, and the Nobel Peace Prize and so on. And the public in Japan was so excited. They wanted to hear what we have to say. Beatrice came to Japan and she did a good job. I think somebody asked for you to be met by the Prime Minister. He was too busy to do that. When I went to Japan, they did the same, and he was too busy to see me. But I was able to meet with the former foreign minister who was responsible for the decision at the time of UN negotiation for the treaty. And I was glad he wasn't defensive, he wasn't forcing himself to be secretive. He was open to me, and he said, well, perhaps we should be publicly criticized for our decision for not sending Japanese delegate to the negotiation conference. Well, that much for the former foreign minister to be able to say, just me, I thought he was a little open. And before I left his office, he said, if you have more idea, give the idea to me. And my colleague recently saw him too. And he, again, treated Akira with an open mind and open invitation, if you have good ideas. So that man is rumored to be potential prime minister in the near future, when the current one retires. But I'm not sure if he has enough quality or not. Anyway, Japan, well, you know, to this April's UN NPT conference, people were so anxious for the treaty to be ratified. The Japanese government should ratify it. And they expressed their aspiration for that by signing over 10 million petitions.
So delegates are coming to the UN with that petition. At least that's a tangible way to show they are desperately working. And every time I go, I spoke to people and said, you don't just leave it to the government. You, as a citizen, as a voter, you must work with the MPs and let the MPs start a debate within the parliament. And that's what I think you were talking about. I think government and people should be discussing this important issue, but they're avoiding it. So people have the pressure to make that happen in France, in Japan, and in Canada. That's where I live. I'm a Canadian now, yeah. But so many members of NATO or allies with the United States, they are so subservient to that powerful nuclear state, and that really saddens me. I wish more independent, critical thinking on the part of sovereign nations like yours, Japan, Canada, do that. Don't just hide behind Mr. Trump. That's my personal feeling. Anyway, yeah, Japan's situation is bad, but people haven't given up. Le Japon, ravi que vous posiez cette question. Mon sujet favori, qui va me permettre de vous dire combien je suis en colère contre ce pays qui, en effet, a été le seul à subir ces deux attaques et qui, pourtant, ne réagit pas comme il devrait. Le gouvernement japonais qui prétend avoir le leadership sur le désarmement nucléaire et qui se raconte des histoires et qui ment parce que c'est complètement faux. C'est juste une histoire pour endormir le public japonais. Quand ils sont à l'ONU, les délégations, la délégation japonaise se cache derrière le dos de M. Trump, et le parti qui est au pouvoir, soi-disant libéral-démocrate, qui est en fait un parti conservateur et qui a quasiment presque toujours été aux manettes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ne fait rien pour que ça change. Et il y a eu une alternance politique à un moment. Malheureusement, le parti qui est arrivé au pouvoir et qui avait plus mes faveurs a été confronté aux conséquences du tsunami, qui n'a pas forcément su bien gérer compte tenu de son manque d'expérience. Les gens ont été déçus et on est reparti pour un tour avec les conservateurs. Et ce gouvernement en dépit de la reconnaissance publique obtenue par Alcan, en dépit du prix Nobel, ne reconnaît pas cette question. Les Japonais, quand Béatrice est venue, le gouvernement, le Premier ministre a été soi-disant trop occupé pour la recevoir, pareil pour moi, mais j'ai quand même pu rencontrer l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui était envoyé aux Nations Unies et qui a été beaucoup plus ouvert, je dois dire, à ma grande surprise, et avec lequel aussi mes collègues au Japon peuvent discuter. On espère qu'il va être le prochain Premier ministre. Donc on verra. Donc oui, voilà, le Japon, en tout cas, il va y avoir les discussions sur le TNP en avril aux Nations Unies. Et en tout cas, le public japonais, lui, s'est exprimé très fortement avec une pétition signée par 10 millions de personnes. On voit bien que les gens sont contre ces armes nucléaires. Et moi, je les incite à s'engager en tant que citoyen, en tant qu'électeur, à travailler aussi avec les parlementaires pour susciter les débats au sein du Parlement, parce que plus il y aura de discussions comme ça dans l'opinion publique, plus la pression montera sur des pays comme la France, comme le Japon ou le Canada d'ailleurs, où je vis maintenant, puisque j'ai aussi la nationalité canadienne, ce qui permettra peut-être que beaucoup de pays, dont certains membres de l'OTAN, qui se couchent devant les puissances nucléaires, fassent preuve d'un petit peu plus d'indépendance et de sens critique.
Simplement quelques mots, peut-être, parce que vous voulez clôturer la question sur la place de la France. La place de la France est dans ce traité, bien évidemment, en tant que membre de ce traité. Mais d'abord parce que c'est aussi un traité qui s'intègre directement dans l'article 6 du TNP, donc c'est aussi important de l'avoir en tête. Et donc c'est une prolongation aussi de son engagement initial qui a été réalisé. Sachant qu'une fois à l'intérieur, le processus de désarmement est bien multilatéral, puisqu'il appelle à proposer un plan aux autres partenaires et donc crée une volonté politique. Mais je pense que ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que le désarmement nucléaire, malheureusement, dans tous les cas, ne se fera pas extrêmement rapidement. Et s'il y a une volonté politique au départ qui est d'intégrer ce traité, ça peut créer justement un processus beaucoup plus rapide, d'engager en fait, de montrer que oui, on veut travailler à ce sujet-là et on veut rassembler les autres États autour de nous. Or, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu cette volonté politique. Et sans doute le premier pas qu'elle pourrait faire la France, si elle ne souhaite pas signer tout de suite, c'est être intégré comme État observateur la première conférence du traité d'interdiction des armes nucléaires, ce qui ferait que, pour une fois, elle ne laisserait pas son siège vide dans ce type de réunion. Voilà. Très bien, je crois que là, vous avez quasiment trouvé le mot de la fin sur le rôle de la France et celui qu'elle devrait jouer. Je crois qu'on arrive quasiment au terme du temps qu'on s'était imparti. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose, mais en tout cas, moi, ce que j'en retiens au-delà du témoignage bouleversant de Madame Sorlo, c'est réellement l'outil politique que vous avez réussi à créer avec ce traité pour justement permettre de donner un nouveau cadre multilatéral au désarmement, quelque chose dont nous avions bien besoin au vu de l'arrêt de ces discussions sur le désarmement et surtout quand on voit le peu de cas aujourd'hui des instances multilatérales telles que l'ONU qui sont aujourd'hui en bien mauvaise situation et qui mériteraient d'être revivifiées et retrouver pleinement leur rôle de lieu d'échange de la communauté internationale pour essayer de bâtir un monde meilleur et en tout cas un monde dénucléarisé.